Bonjour, nous sommes le vendredi 2 mai 2014 et je continue à réfléchir sur cette frustration qui est la mienne dans certains types d'émissions et je crois que je me rapproche d'une représentation de ce qui à mon avis ne marche pas. Et pour commencer, je vais raconter une anecdote que j'ai racontée aux gens qui se trouvaient au Vicomte, qui est donc ce café bruxellois. J'essaie de réunir les Bruxellois qui veulent discuter avec moi une fois par mois. C'est la chose suivante, c'est qu'on me dit, voilà, il y a une émission de télévision, une émission de radio, est-ce que vous pouvez venir? On va essayer de résoudre ou en tout cas de discuter de manière intéressante en essayant de faire avancer le sujet, telle et telle question, l'avenir du monde, le sort de notre espèce, etc. Et je me trouve dans l'émission en question et je réponds à un certain nombre de questions et la personne en face de moi dit: «Ah, mais si vous dites ça, c'est que vous êtes plutôt pessimiste.» Bon, je continue et la personne me dit à ce moment-là: «Ah, mais si vous avez dit tel genre de choses, c'est que vous êtes plutôt optimiste.» Et ça continue comme ça, pessimiste, optimiste, etc. Et au bout d'un moment, ça me désarçonne quand même parce que je me dis, j'étais venu pour essayer de résoudre devant les personnes qui m'interrogent un certain nombre de problèmes qui me paraissaient des problèmes fondamentaux. Et maintenant, on est sur une voie de garage parce qu'on essaie de résoudre un problème qui me paraît à mes yeux tout à fait subsidiaire, c'est de savoir si Paul Jorion est une personne qu'on peut classer plus ou moins bien dans les deux catégories d'optimiste ou pessimiste. J'aimerais mieux, à la limite, alors qu'on me dise: «Oui, ce que vous dites là est faux et ce que vous dites ici est vrai.» Comme ça m'est arrivé l'autre jour lors du débat de Mediapart, où on est réunis pour la question pour ou contre l'euro. Et puis je dis, moi je suis quand même en faveur d'une poursuite des efforts de sauver l'euro, parce que je fais partie des gens qui travaillaient dans la finance avant l'euro, et je me souviens des sommes colossales qui étaient perdues tous les jours, que les contribuables de ce qui représente maintenant les 17 pays qui appartiennent à la zone euro, l'argent considérable qui était pompé par les cambistes, par les gens qui dans les banques jouaient de manière spéculative une monnaie contre les autres. C'est pas anecdotique, c'était des sommes considérables tous les jours volées aux contribuables, et il n'y a pas de raison de remettre ça en place. Et alors là, il y a une personne devant moi qui dit: «Oui, mais ça, je ne le crois pas.» Alors là aussi, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles j'estime que c'est frustrant, parce que voulez-vous répondre à ça? Vous savez quelque chose, vous savez aussi pourquoi probablement cette personne dit ça, c'est probablement parce que c'est un aspect auquel elle n'avait pas pensé, ou qu'elle ignorait complètement, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'était pas vraiment, je dirais, dans le domaine de ses compétences. Mais quand on vous réunit avec d'autres personnes, vous ne pouvez pas demander à ce que tous les gens qui soient là soient compétents. Par exemple, quand on parle de la spéculation, les gens vous diront: «Mais c'est quand même plutôt une bonne chose, puisque ça apporte de la liquidité.» Si à ce moment-là, vous vous tournez vers la personne en disant: «Mais qu'est-ce que vous voulez dire par le mot liquidité?» Dans 99% des cas, la personne resterait le bec dans l'eau parce qu'elle ne le sait pas, et non pas parce que les économistes, eux, le savent, parce que si vous posiez la même question aux économistes, d'après l'expérience que j'ai tous les jours, qu'est-ce que c'est exactement la liquidité? Là, ce serait 95 ou 90% des économistes qui, en fait, ne savent pas du tout comment ça marche, que c'est la liquidité et comment ça fonctionne. Donc, vous êtes face à un problème. Et de la même manière, donc, parfois, vous rendez compte que la question qui vous est posée, c'est simplement est-ce que vous êtes un optimiste ou un pessimiste, et que le reste, tout le monde s'en fout, puisque la seule question qui semble importer aux auditeurs, aux gens qui vous regardent, c'est de vous classer dans un type psychologique bien particulier. Dans la plupart des cas, quand on vous demande, dans le cadre d'un débat général, de venir, c'est pour répondre à des questions très simples. Est-ce que vous êtes pour ou contre les monnaies complémentaires? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'allocation universelle? Est-ce que vous êtes pour ou contre la poursuite de l'expérience euro? Est-ce que vous avez envie de dire, vous, et je le fais souvent, et là, alors le journaliste réagit en disant: «Oui, mais vous faites dérailler mon débat parce que c'est pas ça.» Mais vous avez envie de dire: «Oh, oh, écoutez, avant de répondre
Est-ce que vous êtes pour ou contre l'euro? Est-ce que vous êtes pour ou contre les monnaies complémentaires? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'allocation universelle? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord mettre à plat le cadre dans lequel on pose cette question? Parce qu'il y a un non-dit dans ce que vous dites. Il y a un non-dit qui est que le capitalisme, en gros, c'est quand même plutôt une bonne chose parce que ça nous a tous sortis de la pauvreté. Alors que moi, je pourrais vous répondre que, puisqu'il s'agit essentiellement, quand on parle de ça, de l'organisation d'un pillage en règle du monde autour de nous, que nous avons complètement détruit, maintenant nous ne savons pas faire pas ce qu'il faut faire quand tout ça est complètement épuisé. Est-ce que apportez-moi d'abord la preuve que, imaginons qu'il y a un système qui aurait été encore beaucoup plus efficace que le capitalisme à faire ce genre de destruction, que quand vous me dites l'argent, les monnaies complémentaires, est-ce que ça ne veut pas dire qu'en arrière-plan, vous considérez que la monnaie, finalement, c'est pas une si mauvaise chose, puisqu'on pourrait encore arranger le problème en mettant plus, en mettant d'autres, en ajoutant encore de la monnaie. Est-ce que la monnaie n'est pas, est-ce que la présence de l'argent, est-ce que ce n'est pas un cauchemar en soi? Est-ce que ça ne va pas nécessairement avec la propriété privée qui a organisé le pillage de la planète? Est-ce que ça ne va pas nécessairement avec le profit dans un système où le profit est potentiellement illimité? Où vous pouvez vous tourner autour de vous et dire aux gens, est-ce que c'est une bonne chose que les commerçants ou que les industriels essayent de maximiser leurs profits? Et les gens disent, oh, mais bien entendu que c'est une bonne chose qu'ils essayent de maximiser leurs profits. Et vous leur dites à ce moment-là, mais quelle est la limite du profit? Est-ce que le profit a une limite? Est-ce que la limite du profit, c'est pas simplement la mort de l'emprunteur éventuel, la mort de l'acheteur éventuel? Est-ce que c'est pas ça la simple limite du profit? Est-ce que c'est une bonne chose en soi, etc. C'est-à-dire que ma tendance devant des questions qui sont posées comme ou pour ou contre la taxe Tobin, ou pour ou contre le Glass-Steagall Act, moi je réponds ça avec cette distinction entre en aval et en amont. On va dire, ce sont des questions tellement en aval. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudra d'abord poser la question en amont? Et quand je le fais, ben, finalement ça marche beaucoup mieux. C'est pour ça que ma frustration est de ce côté-là. Quand M. Tadei me fait venir pardon, dans le cadre de son émission et qu'on dit 3 millions de chômeurs, est-ce que c'est très grave ou est-ce que c'est pas si grave ou est-ce que c'est là? Je dis non, écoutez, il faut poser la question du travail, il faut poser la question de l'emploi. Et une fois qu'on aura posé cette question-là, on pourra se poser ensuite la question de savoir si 3 millions de chômeurs c'est important et si c'est important, de quelle manière exactement. Et quand je fais ça, ben, finalement ça marche pas mal. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui va extraire ce que je viens de dire là sur le travail de l'émission de M. Tadi et ça circule et ça marche bien. Je ne sais pas, je crois qu'il y a à peu près maintenant 100 000 personnes qui ont vu ça. Non, c'est pas une mauvaise idée. Et maintenant, quand j'en reparle dans Le Monde quelques années plus tard, en me disant c'est peut-être pas une mauvaise de faire une chronique à ce sujet-là, eh ben, c'est repris. On me dit qu'il y a un chroniqueur important espagnol qui en parle, etc. C'est peut-être comme ça qu'il faut faire. J'ai peut-être pas si tort que ça en disant c'est pas une bonne idée d'aller dans des débats où on vous pose simplement la question pour ou contre l'allocation universelle, pour ou contre les monnaies complémentaires. C'est peut-être pas une mauvaise chose de dire, voilà, ce dont il faut parler, c'est du cadre proprement dit, il faut mettre les choses à plat. Et quand on parle du chômage, il faut dire travail, propriété privée. Quand on parle de la spéculation, il faut dire qu'est-ce qu'on veut dire vraiment quand on parle de liquidité. Quand on parle du capitalisme qui a réussi, qu'est-ce qu'on veut dire vraiment en termes de pillage de la planète, de profit, de marge de profit qui n'a pas de normes. C'est simplement, en fin de compte, un rapport de force qui va décider ce qu'on peut extraire de la vache à lait qui se trouve devant soi. Il faut poser les questions dans ce cadre-là. Alors, est-ce qu'on vous répond à ce moment-là? Ah oui, mais non, attendez, on n'a pas... Oui, non, non, on essaie de parler à des gens raisonnables. On n'essaie pas de parler à des utopistes. Voilà, on n'essaie pas de parler à des utopistes. Alors que moi, je dis, non, non il n'est pas question, c'est pas d'utopie qu'il est question, c'est de poser les questions dans les termes qui leur conviennent. Et pour ça, il faut effectivement mettre ce cadre à plat. Pourquoi est-ce que les gens ne le font pas? Parce que moi, je vais dire pourquoi on m'appelle utopiste et pourquoi les autres ne le sont pas. À mon avis, c'est parce que la raison profonde, je crois que nous sommes une espèce extrêmement robuste.
que nous avons, l'histoire le montre à tout moment, nous avons cette capacité de vivre à l'intérieur de cauchemars en nous disant que c'est pas si mal que ça, que les choses ne vont pas aussi mal qu'on l'imagine, que la question n'est pas aussi grave, etc. C'est splendide. Hein. Si on n'avait pas cette capacité à vivre dans le cauchemar et à pas s'en rendre compte véritablement, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là. Mais est-ce que ça ne présente pas quand même aussi un défaut quand ça nous empêche de poser les problèmes clairement? Parce qu'on se dit, ouais, bah, c'est pas si grave que ça. Capitalisme, c'est pas si grave que ça. Évidemment, c'est un défaut parce que je suis d'accord avec vous, monsieur, que c'est un défaut que présentent certains systèmes économiques, puisque c'est simplement le fait que l'argent dont on a besoin pour produire, pour consommer, etc., il n'est jamais à l'endroit qu'il faut et qu'il faut emprunter. Oui, je suis d'accord que l'argent, ça pose quand même des problèmes, mais enfin, bon, dans l'ensemble. Les gens vous répondent, voilà, les gens pensent, dans l'ensemble, c'est pas si mal que ça. Et comme nous vivons, je ne sais pas si c'est au milieu de la préhistoire ou vers la fin de la préhistoire, ou il vaut peut-être mieux qu'on réfléchisse dans ces termes-là. Mais ce n'est pas le meilleur moyen d'en sortir, hein, si on veut pas poser les problèmes. Quand on vous dit, on me pose la question hier, est-ce que c'est pas grave qu'il y ait certaines personnes qui ne veulent pas croire ce qu'ils savent en réalité? Hein, que les gens disent oui, ben voilà, je le sais, mais j'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à accorder mon comportement par rapport à ce que je sais. Et alors moi je réponds, mais je dis, est-ce que c'est pas le problème général des religions, qu'il vous faut prendre des vessies pour des lanternes, le fait que notre espèce apparemment n'a jamais su digérer le fait que nous allons disparaître un jour en tant qu'individu et a inventé des fariboles invraisemblables pour essayer d'expliquer, pour essayer de dire que ça n'existe pas comme ça a l'air, qu'on finira pas tous pourris d'une certaine manière et qu'on nous construit et on nous a créé des États avec ces religions et on nous a obligé ceci et on a fait des massacres dans un sens et puis des massacres dans l'autre, etc. Oui, nous sommes arrivés jusqu'à l'endroit où nous sommes maintenant. Mais est-ce qu'on aurait pu le faire en regardant la réalité en face? On n'en a absolument pas la preuve. Alors, est-ce qu'on va continuer dans cette voie-là? Est-ce qu'on va continuer dans la voie de recréer des mythes qui sont des névroses collectives, des mythes pour essayer de ne pas voir ce qui va se passer? Est-ce que nous allons créer une religion pour nous expliquer que finalement le monde a l'air de disparaître et que nous allons être remplacés simplement par des robots parce que nous ne pourrons plus respirer dans ce monde? Est-ce que nous allons inventer un discours qu'en réalité, ce n'est pas vraiment comme ça a l'air? Que nous n'allons pas vraiment disparaître parce qu'il y a un autre endroit ailleurs où ça va se recréer automatiquement, etc. Bon, le problème, c'est voilà, c'est que le fait que nous ayons survécu jusqu'ici, c'est pas nécessairement en ayant regardé les choses en face et que ça nous pose un problème maintenant quand il s'agit d'opérer un grand tournant. Bon, alors il y a encore des choses à dire à ce sujet-là et on en reparlera la semaine prochaine. Voilà, au revoir.